considéré à tort comme le père de l'antisémitisme, Alphonse de Toussenel, dans les 100 premières pages de son livre, trace un tableau assez sombre d'une république qui efface petit à petit ce que fut la France. La préface nous parle de sa vie, de l'homme qu'il était, aimant la nature, toujours accompagné de son fidèle chien. Et bien plus tard dans l'œuvre, il s'efforcera de démontrer que le gouvernement de l'époque, alors sous la cave La Plagne, est composé d'hommes qui cherchent à séduire, qui préfèrent le profit personnel à une bonne fiscalité, opérant à la vue de personnages hauts en couleur, dont le nom, qui nous rappelle le faste, continue encore de retentir. Rothschild, Ford, etc. Une analyse tout en finesse sur d'étranges mouvements financiers, des entreprises de presse qui opèrent contre les intérêts du pays. Mais il observe aussi des choses dans d'autres nations, contemporains de son époque, comme en Russie avec l'empereur Nicolas, qui rappelle au J, par un oukase, qu'ils doivent cesser de faire nation dans la nation. En bref, je dirais qu'il expose des faisceaux d'indices intéressants, que je m'efforcerai de connecter avec d'autres lectures. Ceci est l'épisode 1, où je vous présente la préface et l'introduction. Bonne écoute à vous. Avant d'aller plus loin, je vous propose un exercice. Munissez-vous d'un support pour écrire, puis relevez les passages de la vidéo par de grandes phrases. Ce petit exercice, plus pratique qu'une simple écoute, vous permet avec vos mots de retenir le contenu de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Épisode 3. La République dite française en perdition financière. Commençons fort, par dire que pour la politique intérieure, seules les questions financières comptent. En tout cas, c'est ce que narre l'auteur. Pour cela, Alphonse de Toussenel se base sur le programme législatif de son époque. Car pour lui, le gouvernement n'est qu'un vassal de cette, je cite, féodalité financière, ainsi que son servile exécuteur. Les 3 propositions ministérielles sont les suivantes. La loi des sucres, la loi des chemins de fer et le projet de rachat des actions de jouissance. Pour les rentes, l'État se la fera imposer par vous savez qui. Pour la question des sucres, dit-il, elle tient en échec depuis 10 ans toutes les forces intellectuelles du pays. Mais il est possible de résoudre en 2 heures cette question avec des hommes de bon vouloir ainsi que de bonne volonté. Et nous devrions dire qu'aujourd'hui, même dans la justice, entre guillemets, nous sommes un des pays qui use bien trop souvent de manœuvres dilatoires, souvent pour des profils similaires. Mais voici le contexte de l'histoire de l'auteur. En tout cas pour ce passage. Betterave contre canne à sucre. Dans le domaine de la betterave, l'État a versé assez d'argent. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. La canne à sucre, quant à elle, aurait pu rapporter beaucoup plus que la betterave par le biais de nos colonies ou le commerce étranger. Mais le plus étonnant n'est pas ici, il est là, dans ce passage, que vous pouvez voir. Reste-t-il des fortes têtes de Charenton ? Manifestez-vous, dit-il. Il a donc fallu, pour en arriver à cette situation, violer la charte coloniale et briser le contrat synalagmatique existant entre la métropole et ses îles à sucre. C'était un échange où chacun était gagnant-gagnant. La France achetant les denrées de ces îles, et les îles les vendant exclusivement à la RDF. Alors quand je dis France, c'est pour pas vous perdre, mais à partir de cette époque-là, je pense République dite française. C'est la métropole qui, voulant faire plaisir à la féodalité financière, ou étant pris par compromission-corruption, n'a évidemment pas honoré ses achats envers les colonies. Cette époque, le milieu du XIXe siècle, faisait encore état de remarquables défenseurs de la France historique, à l'aube de la Révolution. Ainsi, pour présenter une période de fulgurance d'hommes d'État, Duchâtel et la cave La Plagne ont tenté de tuer la betterave, pour mettre en avant la canne à sucre des colonies. Cela en réponse à la question précédente. La Chambre de 1837 rejetant le projet, évidemment. Celle de 1842 trouva la proposition gouvernementale trop généreuse et pas assez favorable à la coterie des raffineurs. Voici la définition d'une coterie.
Avant de reprendre sur le livre, n'oublions pas que, durant la période des traites négrières ibériques, les civilisations européennes de la zone ibérique ont vu l'infiltration/déportation de marchands nomades usuriers, qui étaient bien souvent des J, comme celle de la famille des Bakri. Ajoutons à cela l'affaire Bakri-Bousnach, où, au départ, beaucoup de J, ayant atterri sur des îles portugaises, se sont répandus, on va dire ibérico-portugaises, pour ne pas mettre que les Portugais dans la sauce. D'abord disséminés, puis finalement finissant par devenir les principaux marchands de certaines de ces îles, comme celle de Sao Tomé par exemple, ces J ont un parcours similaire à celle des familles de Bakri. Mais bon, revenons au livre. Je présentais donc ce qu'était une coterie des raffineurs qui tient en estime les hautes banques, dont les intérêts nationaux sont complètement opposés. Xénocratie d'argent, donc, comme le présente bien aussi Ernest Pardon. Je vous encourage à aller voir sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos de son livre La supercherie judiciaire. À propos des chemins de fer du Nord. Voici ce que dit une partie du livre, avec des noms qu'on retrouve encore et encore. Nous sommes en plein milieu du 19e siècle. La France, dite F, maintenant je pense que vous savez ce que je pense de la France, en tout cas après la Révolution, souhaite aménager son terrain avec des chemins de fer. Le gouvernement avance donc les conditions suivantes. Il s'occupe des terrassements, des travaux d'art, il achète les terrains et indemnise les anciens occupants. Tout cela, dit-il, coûte 100 millions de francs. L'auteur reprenant en disant que pour les entreprises publiques, il n'y avait rien, pas un sou, soi-disant. C'est un peu similaire aujourd'hui, au final. Eux, les boucliers rouges, vous savez de qui je parle, ça commence par un rouge et ça finit par un shield, devront dépenser 60 millions de francs que le gouvernement promet de rembourser. S'il n'avait pas fait appel, cela lui aurait coûté en intérêt sur prêt, 2 400 000 francs par an. Le gouvernement ajoute que pendant 40 ans, les bénéfices lui seront intégralement reversés à hauteur de 14 millions net par année. L'affaire est belle, mais la compagnie daigne accepter l'offre, car plus tard, comme par magie, l'affaire va s'arranger en leur faveur. Regardez donc. Autre chose que je n'ai pas encore révélé à propos du livre, le fait que les 300 millions de francs ici ne sont rien comparés aux 14 millions sur 40 ans d'exploitation. Évidemment, je vous laisse faire le calcul de la générosité du gouvernement. On est aux alentours de 560 millions. Mais à tout cela s'ajouta une agitation médiatique, d'aller-retour entre ingénieurs anglais déclarant que la ligne rapporterait moins, à d'autres rapportant que de 14 millions de francs net, nous passerions à 15, sachant que le revenu brut était de 28 millions de francs. Bref, pour éclaircir l'affaire, l'auteur nous propose un petit tableau de ce que le gouvernement débourse. Nota, vous remarquerez dans le point 4 l'usage de la sémantique à dire d'expert, qu'on retrouve dans le livre, la supercherie judiciaire sur les procès rendus par la justice entre guillemets comme valeur supérieure. Le compte-rendu de l'expert valant souvent de RJ, rendu de justice. Et a un poids aussi dans le rendu. Pourquoi diable, pour revenir au livre, le gouvernement français s'auto-saboterait de la sorte? Les estimations portent à plus de 6 fois le retour sur investissement. Pour rappel, le bouclier rouge empoche 15 millions par année, avec les intérêts payés. Si le gouvernement emprunte ailleurs, il est gagnant au bas mot d'au moins 10 millions par année, sachant que les lignes, dans le temps, sont de moins en moins coûteuses. Ce gaspillage fut dénoncé par le journal National et le journal Phalange. Plus tard, on les traitera de clabaudeurs obscurs, et le journal des débats, organe de presse de la féodalité financière, dira ceci. Je vous laisse lire. Pour terminer, le journal des débats va faire les éloges des boucliers rouges. Et pour comprendre l'entourloupe de cette fausse gentillesse, à défaut d'être de grands patriotes, voici comment l'histoire s'est déroulée. Ceci était écrit 3 ans avant l'adjudication du chemin de fer du Nord. M. de Rothschild a renoncé à la clause du remboursement du matériel. M. de Rothschild a consenti à rembourser à l'État tous les millions que la construction de la voie a coûté. M. de Rothschild a consenti à un rabais de 50 ans sur 75 pour le bail de l'embranchement de Creil à 50 ans. Il a dépassé, dans sa générosité, jusqu'à nos prévisions. Incroyable. Et le jour de l'adjudication, les actions de 500 francs ont monté à 800. C'est-à-dire que M. de Rothschild, possesseur de 40 000 actions, dit-on, a pu réaliser ce jour-là un bénéfice de 12 millions pour lui seul. Et le journal des débats, qui écrivait en 1843 que M. de Rothschild sollicitait le privilège de se ruiner
quand l'affaire présentait 200 millions de plus, au minimum à gagner. Le journal des débats écrivait, en novembre 1845, que les actions de 500 francs étaient encore de beaucoup au-dessous de leur valeur à 800. Et le journal des débats, notez bien, était un des forts actionnaires du Nord. Étrange, hein? Dans quel siècle et sous quel régime vivons-nous, mon Dieu? Que la loi puisse rester désarmée en présence d'aussi incroyables roueries, et qu'il n'y ait pour les flétrir que le mépris des honnêtes gens. Où est le temps où Colbert instituait la fameuse chambre de justice et forçait les agioteurs et les légis de son époque à rendre gorge de 110 millions? Revenons au livre. Le reste des dires de Toussenel à propos de l'affaire des chemins de fer du Nord, je le conclus de cette manière en une phrase. Que la prodigalité, prodigalité, je sais plus, et le gaspillage d'argent public est un sombre crime. Je pense que c'est prodigalité. Embranchions dorénavant sur les actions de jouissance. Pour l'auteur, disait-il, le gouvernement de la Restauration n'appréciait que peu les banquiers, mais, néanmoins, il le leur rendait bien. Assez contradictoire. De façade pour les journaux, mais de derrière pour plaire à ses affairistes. Sans même expliquer les soubassements historiques qui permirent à la Révolution d'apporter la terreur et de dire « Nous sommes République », l'auteur élude, à l'heure où j'écris ces mots, la question du manquement financier de la monarchie pré-révolutionnaire. Sous la Restauration, le gouvernement de, je cite, Pleutre, baronnisa à tour de bras. D'où croyez-vous que proviennent les titres attenants de la maison des boucliers rouges, hein, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Bon, Espagne, bref. Ceci dit, cela manque encore, je suppose, de médiation. Oui, car il faudrait encore aller un peu plus loin dans la recherche. Et mon temps est limité. Revenons au livre. Dans la même continuité de lâcheté, de veulerie et de prodigalité que pour les chemins de fer du Nord, le gouvernement de la Restauration demanda aux marchands d'espèces une avance pour construire des canaux, qu'il nomme aussi l'affaire des canaux de 1821-1822. En l'espèce, pour vous raccourcir l'histoire, que je vous laisserai découvrir à la page 55, 56, 57 de l'œuvre en détail, on parle ici de plus-value faite par les marchands hollandais, genevois, où la spéculation et l'agitage viennent parallèlement, sur un schéma similaire à l'affaire des chemins de fer, favoriser une coterie. Rappelez-vous la définition d'une coterie, face à des pleutres, qui, au dire de l'auteur, ne savaient que pleurer sur le manque d'argent du trésor. Bon, bien que l'historique France eût souvent un manque d'argent, elle put, à de nombreuses reprises, se relever, sans, à ma connaissance, faire signe à de sombres agioteurs. Mais évidemment, il faudrait vérifier peut-être un peu plus, mais c'est à ma connaissance. On pourrait penser aux Templiers, c'est vrai, mais Philippe le Bel a mis fin aux Templiers, à l'ordre des Templiers, je crois que c'est au XIVe siècle. À 115 peut-être, quelque chose comme ça. Tout ce que je sais, c'est que l'ordre des Templiers a vécu 182 ou 183 ans. Et que l'ordre des Templiers a bien évidemment établi une banque pour la noblesse. En bref, passons. Avant de vous lancer sur les actions de jouissance, pour vous les expliquer, sachez que le gouvernement de l'époque s'engage à ne pas toucher un seul sou des revenus générés par les canaux. Et là, je vous laisse lire, évidemment, ce que j'ai repris dans le livre. Pour revenir à notre affaire, le terme « action de jouissance » intervient donc dans ce qui suit. Pour continuer dans l'étude de la déroute financière de la RDIT F, une ordonnance permet à cette xénocratie d'argent, de spéculateurs et d'agioteurs de créer les conditions du bon fonctionnement de leurs affaires, au détriment du peuple qui aime sa terre. Voyons donc. En une seule phrase, le gouvernement choisit, dans l'exécution des chemins de fer, les seuls travaux qui coûtent et s'interdit ceux qui rapportent. Étrange, non? Le gouvernement pourrait tout à fait augmenter sa rente, mais il préfère le choix de la timidité. Sous le régime de la féodalité d'argent, ce dernier doit être franc de tout impôt. La messe est dite.
Dans cette droite lignée d'esprit de fossoyeur des deniers publics, la loi sur les sucres ne vise qu'à favoriser les intérêts de la coterie des raffineurs, sachant qu'une coterie est un groupement de personnes qui organisent une cabale envers un autre groupe montant. Enfin, elle est l'industrie des raffineurs parasitaires, portée par des hommes comme Perrier ou Delessert. D'ailleurs, le ministre des Finances de l'époque, Monsieur Dargout je pense, rapporte la gabegie d'argent qu'ils font peser sur la RDTF. Même s'il y a encore un petit peu cette France historique qui court dans le social, on est quand même sous la République. Et on voit ce que ça donne. En tout cas, on est sous un républicanisme. Parce que des républiques ont existé. Et elles n'étaient peut-être pas aussi corrompues, compromis que celle-ci. Voici, pour sauter du coq à l'âne, une liste des principaux maîtres auxquels le gouvernement obéit. Je vous laisse lire. Le drôlesque de l'affaire est que même pour des spéculateurs français, à eux, cela ne profite pas entièrement. Bon. Alphonse de Toussenel enchaîne, voulant absolument démontrer que le gouvernement, s'emparant du monopole de la vente et de la fabrication des sucres, avec indemnité, peut réduire de moitié le prix de la denrée, le sucre, tout en augmentant la consommation, tout en augmentant le revenu fiscal. Et il serait intéressant presque de faire une biographie de Toussenel, pour voir l'intérêt qu'a le citoyen, faire la corrélation entre cela et un État fort. Et j'ai la nette impression qu'il dit cela comme si, autrefois, la France historique chrétienne s'occupait bon gré mal gré de son peuple. Non. Mais encore une fois, nous ne serons jamais aussi proches du Christ que lui-même. Il dit aussi craindre qu'avoir trop raison et avoir tort est dangereux avec les dites coteries. Cette phrase, que j'avoue avoir repris ici, me laisse pantois. Je vous laisse, cher lecteur, à son appréciation. Et je vous laisse évidemment voir ce qui suit, le lire. Ceci dit, j'ajoute un point à l'étude du clivage gauche-droite avec un regard de notre époque. Toussenel utilisant ces mots évidemment. Ne vous regardez pas en chien de faïence. On vous a usé, vous, peuple, par de la ruse, de la mesquinerie, par un terme plus contemporain, une programmation mentale, ça c'est moi qui le rajoute. Un tout et sans contraire. Il était quand même assez étonnant de lucidité, le Toussenel, pour le père de l'antisémitisme, quand même. Hein. La suite du livre, Toussenel souhaite exposer la scission entre la royauté et le peuple. Et évidemment, je vous laisserai avec ça pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.